désinformation est partout dans l'actualité et sur les réseaux sociaux. Comment la démasquer? C'est ce que tenteront de faire nos bibliothécaires. Bonjour, nous sommes Mylène et Marie-Josée, bibliothécaires à l'UQTR. Vous écoutez le balado du service de la bibliothèque Se prémunir contre la désinformation, épisode 1. La désinformation, phénomène récent ou ancien? Dans cet épisode, nous verrons qu'on peut considérer la désinformation comme étant la production et aussi la diffusion d'informations fausses dans le but d'induire quelqu'un à se faire une représentation erronée de la réalité. On a beaucoup entendu parler de désinformation ces dernières années, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19. Les fausses nouvelles, entre autres, ont fait couler beaucoup d'encre, autant par ceux qui les produisent que ceux qui les dénoncent. Est-ce que la désinformation est un phénomène nouveau? Pour vous situer un peu à propos de ce sujet, je vais paraphraser le dictionnaire de la désinformation. Dès qu'il y a eu de l'information, il y a eu de la désinformation. Les chasseurs néolithiques utilisaient des leurres pour attirer les troupeaux. C'est pas nouveau, c'est juste que les méthodes ont évolué en fonction des techniques de communication. On parle de la préhistoire, là, mais qu'est-ce que c'est exactement la désinformation? Selon le grand Robert de la langue française, c'est l'utilisation des techniques de l'information, notamment de l'information de masse, pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. En gros, ce qui distingue la désinformation d'une erreur humaine, par exemple, c'est la volonté de tromper, c'est-à-dire qu'on induit en erreur de façon consciente et volontaire des individus. Juste avant d'aller plus loin, là, il faudrait que nos auditeurs sachent que toutes les références que Marie-Josée et moi allons citer peuvent être consultées dans la bibliographie qui se trouve sur la page du balado dans la section « Formation » du site web de la bibliothèque de l'UQTR. Donc, justement, as-tu des exemples concrets de désinformation dans l'histoire à nous donner? D'aussi loin que l'Antiquité, la guerre entre les pays a toujours emmené de la désinformation afin d'alimenter les tensions et dépeindre l'adversaire en ennemi. Jouer de rumeurs ou exploiter les croyances et les peurs de la population pour manipuler les masses à leur avantage, c'est un concept vieux comme le monde et qui malheureusement marche encore aujourd'hui. On peut aussi associer cette désinformation de masse à ce que l'on appelle la propagande. La création de faux s'inscrit bien aussi dans la logique de la désinformation. Herbert Marshall McLuhan, un théoricien canadien de la communication, considère que l'imprimerie, inventée en 1454 par Gutenberg, a fondé le savoir sur l'autorité de l'écrit, ce qui a relégué à un rang inférieur les connaissances issues de l'oralité. L'imprimerie a permis d'une certaine façon à la désinformation de se hisser à une dimension supérieure, rendant l'origine des faux de plus en plus difficile à repérer et les falsifications ardues à prouver. Donc, si je comprends bien, à l'époque, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Oui, en effet, ou du moins, on accorde une plus grande crédibilité à ce qui provient d'un média écrit. Bien que l'appellation « fake news » soit vraiment entrée dans le jargon populaire en 2016 lors de la campagne électorale de Donald Trump, ce type de nouvelles ou de journaux spécialisés dans la publication de fausses nouvelles existait déjà en France au 18e siècle dans ce que l'on appelait des canards et aux États-Unis, on les nommait des WACs au 19e siècle. Peux-tu nous donner des exemples de désinformation où l'imprimerie a joué un rôle au niveau d'une diffusion de masse? Oui, j'ai un titre pour toi. Les protocoles des sages de Sion est un texte inventé de toutes pièces dans lequel on présente un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les francs-maçons. Traduit en plusieurs langues et diffusé à l'échelle internationale, c'est devenu un best-seller. Hitler va d'ailleurs régulièrement citer cet ouvrage pour justifier sa haine des Juifs. Comment a-t-on su que ce texte était faux? Dès sa parution, on doute de la véracité de l'ouvrage. Et le premier à dénoncer ce faux est le Times de Londres, qui publie en août 1921, sous forme de feuilleton, une enquête retentissante qui peut être considérée comme l'ancêtre du fact-check.
Même s'il est de notoriété publique que cet ouvrage est une falsification, des gens d'extrême droite, encore aujourd'hui, prétendent que ce document est vrai. Pourquoi on entend tellement parler de fausses nouvelles depuis une dizaine d'années, là? Est-ce que tu as des exemples plus récents? Oui, il y a les attentats du World Trade Center en 2001 qui ont donné naissance à plusieurs théories du complot. Parmi celles-ci, certaines sont issues d'un groupe qui se nomme les architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre. Ces gens, dont la plupart n'ont aucune formation en calcul de structure, sont persuadés que l'effondrement des tours est en fait une démolition contrôlée, orchestrée par le gouvernement américain pour faire accuser Al-Qaïda et entrer en guerre contre l'Irak. Le problème avec ces théories, c'est que parfois elles utilisent des éléments véridiques pour appuyer de fausses théories. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculations au moment des faits. Je suis moi-même une contemporaine de ces événements. Je me souviens à quel point il y a eu un long moment de confusion lorsque les premières images des tours ont commencé à circuler et tout le monde spéculait, car on ne savait pas ce qui avait provoqué cet événement-là. Il y a eu des enquêtes indépendantes aussi qui ont prouvé que le gouvernement américain a déjà manipulé l'opinion publique ou appuyé des dictatures ou des gouvernements corrompus dans le passé pour protéger ses intérêts et arriver à ses fins. Mais est-ce qu'on peut crier au complot chaque fois que le gouvernement américain fait une action? Ben non, c'est très peu probable. Par contre, la confusion entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas profite aux adeptes des complots et du dénialisme. Explique-moi ce que tu veux dire par complot et dénialisme. Pour certaines personnes, c'est préférable de croire à une théorie du complot qui donne toutes les réponses sur un sujet puis qui va conforter nos croyances et valeurs plutôt que d'admettre que la vérité est soit vraiment trop complexe ou trop simple puis qu'on doit s'en remettre à ceux qui font autorité dans les domaines concernés. Quand des politiciens accusent des journaux légitimes de faire des fake news, ça aussi, ça contribue beaucoup à la confusion. Pour ce qui est du terme dénialiste, je vais reprendre les mots de Normand Baillargeon. C'est un raisonnement destiné à appuyer une conviction à laquelle on adhère d'abord, plutôt qu'un examen impartial des faits destiné à établir ce qui est vrai ou le plus probable. Ça veut dire que si on a déjà un préjugé négatif par rapport à un élément, c'est certain qu'on va adhérer aux arguments qui nous confortent dans ce que l'on croit déjà. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, de nombreux observateurs, comme Frédéric Arnould, s'entendent pour dire que le niveau de désinformation a déjà repris son élan. On est mélangé puisqu'il y a beaucoup de désinformation, puis avec l'intelligence artificielle générative, on a beaucoup de difficultés à départager le vrai du faux. Il est difficile d'aller chercher les faits pour monsieur, madame, tout le monde afin de débattre avec les vrais faits. En plus, il y a un mouvement pour la liberté d'expression. Mais comment filtrer la désinformation sans brimer la liberté d'expression? Avec les réseaux sociaux qui ont cessé de faire la vérification des faits, là, on a de quoi être mélangé. Contrairement au complot des siècles derniers, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer et de diffuser des fausses informations via les réseaux sociaux, et surtout avec l'aide de l'intelligence artificielle. Comme l'a dit Louis-Philippe Lampron, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval, dans un balado qui s'appelle Balado Liberté, c'est la concentration et la capacité de produire ces rumeurs et cette désinformation à l'échelle presque industrielle en claquant des doigts qui va créer donc la capacité d'avoir une influence plus grande. Merci Mylène, merci aux auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous retrouve dans le prochain épisode où nous allons explorer le vocabulaire lié à la désinformation. Merci, à bientôt!